Ok l'équipe, comme promis, eh bien nous voici avec JP pour faire l'analyse graphique du projet MightyID et de son token SEAL. Comment tu vas JP? Eh bien, ça va bien. Ça Ouais, va bien. la forme? Ouais. Nickel. Bah écoute, si en quelques mots tu peux te présenter pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne, faut savoir que c'est la deuxième vidéo collaborative qu'on fait avec JP. Et étant donné qu'on a tous bien apprécié son taf sur le dernier projet, eh bien on continue la collaboration. Donc voilà, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, moi, c'est JP. Ça fait à peu près 7 ans que je suis dans l'univers du trading. J'ai fait 5 bonnes années en autodidacte. J'ai fait une formation et depuis, je continue à me perfectionner dans ce domaine. Les analyses graphiques, j'aime bien ça. Continuer à travailler dessus, à proposer certaines collaborations avec toi, David. Hop. Qu'est-ce que tu utilises, toi, en termes d'outils pour ton trading? Principalement, j'utilise des zones que on peut aussi appeler ça des blocs, des zones, des moyennes mobiles et des volumes. Voilà, des choses assez basiques qui fonctionnent très bien. Il faut pas chercher des fois midi à 14 heures. Il faut une méthode et s'y tenir. Et après, vraiment, quand je fais du trading, on va dire plus à court terme, moyen terme, j'utilise Ishimoku et ça, c'est voilà, une autre vision des choses pour être vraiment plus précis et sur un mouvement très réactif. Là, les analyses que je propose, c'est vraiment pour de l'investissement, des choses vraiment du long terme. C'est top. Bah, en plus, c'est exactement ce que recherche la communauté, tu vois. Donc, à nouveau, une raison pour laquelle on taffe ensemble, hein. Et, bah, écoute, dès que tu es prêt, on peut partir sur le graphique du SEAL, si tu peux nous donner ton avis, etc., comme tu sais faire. Ouais. Donc, on prend le graphique en mensuel. Le graphique mensuel, pour le moment, on a principalement que ça en données. Donc, mars 2024, on a cherché avec David, il y a normalement une ouverture en 2021, il me semble. Ouais, sur CoinMarketCap et CoinGecko, du moins, c'est ce qui est noté. Par contre, comme on l'a vu, Il n'y a aucun pas trop de graphique. graphiques, pas trop de données, ouais. Tout à fait. Donc, on va, on va partir sur ce graphique-là, avec les données qu'on a. Donc là, je suis sur TradingView. Donc, on peut voir que en mensuel, voilà, c'est relativement, ça baisse et ça stagne. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va venir zoomer par la suite, et là, on a des données plus intéressantes. On va passer en semaine. Et en semaine, on peut voir que en tout cas sur l'ouverture que j'ai ici en mars 2024. Quand on va zoomer après en daily, on peut voir que l'ouverture se fait à 0,080. Et ça, pour moi, c'est une zone intéressante à garder. Donc, je la note. Ce qu'on peut regarder, c'est cette mèche qui est énorme. Donc là, c'est tout simplement, ils sont rentrés, ouverture du coins, prise de bénéfices quasiment instantanée dans la journée. Ils ont fait x2, x2 et demi et tout le monde est parti. Donc en gros, c'est vraiment c'est le lancement de l'actif, on prend le bénéfice et peu importe ce que propose le projet, c'est voilà, on prend, on part. Ok. Ensuite, en zone intéressante, on a cette petite zone ici à 0,40, 0,0040. Pour moi, elle est intéressante parce qu'on vient du coup chercher, enfin on vient passer cette zone, on vient rebondir dessus, donc on fait un léger back dessus. Ouais. Et après, le prix part et il se canalise à la zone là des 0,0020. À marquer aussi. J'utilise beaucoup les chiffres ronds, c'est pour ça je tiens pas trop rigueur des 41. Une zone, la ligne reste une zone. Il faut pas voir ça comme une ligne ultra précise, c'est une zone voilà, qui s'étend haut et bas. Ok. Ces deux zones, pour moi, ça, c'est vraiment une accumulation qui est tradable, qui était tradable. Donc, on verra une entrée après, une entrée similaire, enfin, potentiellement similaire qu'on va essayer de prendre dessus. Et donc, ensuite, en continuant en zoomant et en passant au journalier, donc on peut voir que cette zone des 0,40, elle a bien fonctionné et directement, dès qu'on arrive proche de cette ligne,
prise de bénéfice, ici, prise de bénéfice, ici également, ici. Et on a une zone médiane ici, au milieu du range, à 0,030. Donc ça, c'est une zone journalière. Et tout simplement, elle nous sépare notre accumulation en deux, donc notre accumulation semaine. Et on peut voir que quand on est dans cette zone haute, eh ben, c'est prise de bénéfice. Dès qu'on arrive ici, en général, c'est prise de bénéfice quasiment instantanée. Ici, un peu plus longtemps. Et dès qu'on touche, voilà, qu'on arrive vers ces zones, c'est prise de bénéfice directement. Ensuite, ce Ouais, qu'on peut voir d'intéressant, comment? c'est vrai que c'est frappant. C'est directement, ouais, c'est dans la journée, ils encaissent, quoi. Hein. Ouais. Et ce qui est intéressant au niveau du graphe, ça va être, donc là, je vais mettre en place, c'est des moyennes mobiles, une moyenne mobile 20 et une moyenne mobile 50. Et on peut voir que le prix est relativement chassé tout le temps par cette moyenne mobile et qu'il n'arrive pas à se consolider au-dessus. Il y a juste eu ici une petite réaction, mais directement, on a recorrigé, on recorrige encore. On suit ces deux moyennes mobiles sont vraiment une résistance dynamique. Ce qui est intéressant de comparer, c'est les volumes ici. Donc, on peut voir que dans toute cette zone, donc là, pendant les 3 premiers mois qu'on a de cotation, on a des volumes moyens de 240 millions. Donc 242, ça dépend de 149. Moi, je pense, enfin, on prend une moyenne à 240 millions et c'est des contrats échangés. Donc, ça met, on va dire, une base moyenne sur l'intérêt de l'actif. Et quand Ok. on bascule sur les 2 mois et demi qui suivent, on peut voir que notre moyenne de volume échangé en contrat passe de 240 millions à 50 millions. Donc ça veut dire tout simplement que les gros opérateurs, les institutions, se sont délaissés de l'actif, ils ne sont pas intéressés par l'actif, il y a rien qui a échangé. Et Ok. dans ces zones-là de non-intéressement, on va dire, il y a des zones, une zone à prendre, et donc c'était cette zone à 0,20, et on va travailler plus tard ce point ici. Je vais noter. On va venir zoomer dessus pour expliquer comment on aurait pu potentiellement prendre cet actif. Et Ok. on revient sur les volumes, là, pendant à peu près encore 3 mois, et on revient à 240 millions de volumes. Donc, ça veut dire que notre intérêt, il est revenu sur notre équilibre de base, et donc là, les gros opérateurs commencent à revenir à s'intéresser à l'actif. Donc peut-être qu'il y a eu des nouveautés sur l'actif, peut-être qu'il y a eu des mises à jour, des choses comme ça, qui ont intéressé les gros opérateurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la situation actuelle où on est passé de 240 millions à 370 millions de moyenne d'échange de contrats. Donc ça veut dire que les gros opérateurs, ils sont plus nombreux, ils sont restés sur l'actif, ils s'intéressent à l'actif, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont acheteurs. Ça veut dire qu'ils échangent sur cet actif, ils font du trade très très court, par exemple, mais ça donne qu'il y a un intérêt grandissant pour cet actif. Ok. Donc, ça peut cumuler, voilà. Plus on cumule de volume, plus on amasse d'argent. Plus on amasse d'argent, il y a un moment, il y aura, si tout le monde reste en position, tous les gros opérateurs restent en position, ça va lancer le prix. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de rechercher. Et si on loupe, parce que ça peut être assez énergique, si on loupe, on va regarder comment on pourrait prendre le train en marche sans prendre de risques, on va dire, très élevés. Il y a une autre zone qui apparaît pas ici, qu'on va tracer, et que je vais expliquer aussi pourquoi potentiellement ça va être une zone d'achat. Ça va être la zone des 0,010. Cette zone-là, pour moi, c'est potentiellement une future zone d'achat. Je m'explique. On a une ouverture du prix à 0,080. Notre zone vraiment qui a fonctionné, c'est la zone des 0,040. On a divisé par 2 notre prix. Ensuite, la zone qui a bien fonctionné, c'est la zone des 0,020. On a encore divisé par 2 le prix. Donc pour moi, c'est possible que si il y a un délai, enfin, si les gros opérateurs se délestent,
il est possible qu'on vienne sur ce prix-là, qu'on redivise encore par deux, et ici, qu'on puisse intervenir en achat. Voilà, on cherche des similitudes, on cherche des cycles tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais c'est, voilà, en général, on fonctionne comme ça. L'être humain fonctionne comme ça. Oui. Et on peut voir que ici, on casse et on vient faire un pullback sur cette zone. Et après, on part à la baisse. On peut très bien se dire qu'ici, on est en train d'effectuer ce pullback, peut-être ultra rapidement ou peut-être qu'il va venir consolider en dessous pour recasser. Mais c'est possible qu'il refasse un pullback exactement similaire à celui-ci et aller diviser par deux son prix pour ensuite repartir à l'achat. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'attendrais. J'attendrais avant de rentrer, quoi. Ok. Et du coup, l'entrée potentiellement, la une, potentiellement, ça serait celle-ci. En fait, on peut voir ici un désintéressement du coup au niveau des volumes. Et quand on zoome en journalier, je vais pousser ça, on voit qu'ici, on a doublé en volume, en Ouais. acheteur, bien sûr. Donc, on va tout simplement prendre cette bougie acheteuse et on va venir zoomer dessus pour voir comment on aurait pu rentrer sur ce prix et profiter de cette hausse. Donc, il faut bien comprendre que les changements de volume, il faut les prendre vraiment sur des zones. Il ne faut pas les prendre en milieu de zone. Enfin, c'est moins conseillé. La probabilité de réussite est plus faible si on la prend un peu n'importe où, quoi. Ok. Donc, si on vient zoomer ensuite, donc là, on peut voir que la journée qui nous intéresse, c'est la journée du 17 août. Et la journée du 17 août, et clôture, enfin, notre ligne du coup journalière, on l'avait mis ici. On voit que le prix en horaire, il est vraiment collé, on va dire, quasiment collé. Et donc, ce qu'on va attendre, c'est de casser cette bougie journalière. Et à la cassure, on peut entrer en achat en se protégeant en dessous et pour aller chercher, du coup, dans cette configuration-là, chercher les 0,40 ou prendre un bénéfice à 0,30. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en se protégeant ici et en allant chercher un 0,40, on a un RR. Donc, un RR, c'est un risk reward. Tout simplement, le RR, c'est vous misez 1, vous risquez 1 et vous allez gagner, par exemple, vous allez aller chercher 2 ou 3 ou 4. Ce qui est important, c'est d'aller chercher toujours une valeur supérieure à 1 pour avoir plus de chances de gagner sur le long terme. Parce qu'il faut savoir, sur les marchés financiers, on a plus de chances, on va dire, de perdre que de gagner. Et donc, il faut chercher toujours des gains supérieurs à 1. En général, moi, je prends des gains de 2, 3. Et là, je pense qu'on a un R de quasiment 4 à Ouais. aller chercher sur cette, en tout cas, sur cette zone. Après, c'est toujours facile de regarder a posteriori. Et donc, on va chercher ce type d'entrée. On casse la zone journalière, on se positionne en dessous, le plus bas du rebond, pour aller chercher la zone des 0,40. Et dans, du coup, la zone des 0,10, une fois qu'on aura toujours en journalier une baisse de volume et d'un coup un volume haussier, à la cassure de ce volume en journalier, prise de position pour aller chercher les 0,20 et après, selon votre profil d'investisseur, soit vous lâchez une partie de votre position, soit vous encaissez tout. Si vous avez de fortes convictions dans cet actif, il faudra attendre une réintégration dans l'accumulation, dans la grosse accumulation ici. Donc vraiment aller chercher en bas, soit une prise de bénéfice par ici, soit attendre la réintégration de cette accumulation pour aller après chercher un peu plus haut les 0,30 ou les 0,40. Du coup, ce qui pourrait se passer, enfin potentiellement, c'est que le prix baisse jusqu'ici, remonte, peut-être qu'il va ranger, revenir, potentiellement faire ça et faire ça. Et pour moi, il y a trois zones d'entrée potentielles. Ça serait celle-ci, donc celle que j'ai expliquée, qui serait similaire à l'entrée du 17 août. Il y a
si vous avez gardé vos positions, un renfort ou alors une entrée ici, acheteuse, et cette entrée, donc ici, on va avoir beaucoup de volume vendeur. Arrivé vers cette zone, ça va se délester, on va avoir moins de volume acheteur et plus de volume vendeur. Et arrivé sur cette zone, quand tout le monde va se délester, ici, on va avoir une absence de volume. Et c'est ce rebond, ici, il y aura une accumulation en 1 heure qui va se créer. Et à la cassure haussière de cette accumulation, vous pouvez prendre position à l'achat pour aller chercher les 0,40. Et ici, c'est vraiment si on casse l'entièreté de cette grosse accumulation, le prix va pouvoir monter. Et en fait, ici, automatiquement, je suis quasiment sûr, automatiquement, les opérateurs vont se délester, vont encaisser les gains. Et donc, vu qu'ils vont encaisser, ça va faire baisser le prix, qui va revenir se stabiliser vers cette zone. Et ici, pareil, on aura une accumulation en 1 heure. Et cette accumulation, à la cassure haussière, c'est prise de position pour aller chercher un peu plus haut. Donc pour aller chercher les 0,80 par exemple. Donc selon votre profil d'investisseur, différentes stratégies s'offrent à vous, soit encaisser à chaque fois et re-rentrer sur différentes zones, soit encaisser une partie, laisser une partie courir, faire un renfort, encaisser une partie, laisser courir encore un petit peu plus et remettre un renfort, ainsi de suite. Il faut bien sûr savoir s'arrêter, encaisser quand c'est possible, parce que même si on a beaucoup d'argent de côté, mais non encaissé, tant que c'est pas encaissé, c'est pas dans votre portefeuille. Et si tous les gros opérateurs décident de vendre d'un coup, vous pouvez retomber en break-even ou même négatif. C'est aussi possible. Tout à Donc fait. ça, c'est, on va dire, un scénario optimiste haussier. Donc, il faut bien attendre voilà, des cassures assez franches. Le contexte actuel de marché est un peu complexe, mais il n'est pas que sur les cryptos, il est aussi sur différents marchés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les différents opérateurs, acteurs du marché, encaissent les gains. Voilà. Là, c'est fin février, tout le monde encaisse et je pense que les gros opérateurs se repositionnent sur différentes stratégies. Et donc, ils encaissent, ils regardent ce qu'il leur reste, ils regardent ce qu'ils ont gagné surtout, pour voilà, se redispatcher pour l'année 2025. Et on peut voir que tous les marchés sont, voilà, sont assez hauts. Là, la crypto, c'est les premiers qui ont dévissé. Mais pour moi, les indices vont pas tarder à avoir des prises de bénéfices. L'or commence déjà à stagner en zone haute. Tout le monde, vraiment, c'est prise de bénéfices et on attend. On attend, surtout que Trump, en ce moment, il est un peu dans les news, on va dire, explosifs. Et tout le monde est attentiste un peu à ce qu'il dit. Voilà, c'est zone d'attente, encaissement et on attend de voir comment on se positionne. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue psychologie de marché, tu as entièrement raison. C'est vrai qu'avec Trump en roue libre, j'imagine bien les grosses institutions se dire, bon, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop ce qu'il va dire, comment il va agir, etc. Donc ouais, c'est une analyse relativement logique que tu viens de nous faire, JP. Surtout que les crypto-monnaies sont un marché très volatile et en général, les grosses institutions, ils ne mettent pas, on va dire, beaucoup de capitaux dans ce type de marché. Ils vont en mettre une petite partie, ce qui est quand même énorme pour les crypto-monnaies vu que c'est un marché relativement jeune. Mais les gros opérateurs ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Donc, avec toutes ces news, tout le marché de la crypto est impacté parce que personne ne veut voilà, laisser ses billes dans un marché à risque. Et donc, les cryptos sont les premières touchées. Les indices, je pense qu'ils vont dévisser un petit peu. Et même l'or qui est quand même valeur refuge commence à être encaissé. Donc, ouais, c'est une zone d'attente à regarder. Pas se précipiter. Il faut vraiment, là, si vraiment il y a un conseil, c'est aucune précipitation. On attend, on met de côté et dès qu'il y a une opportunité, on peut aller la prendre. Nickel. Voilà pour moi. Rebondis juste sur un truc au niveau des zones que tu as mis sur le cil. C'est ce qui est intéressant, c'est que je mets toujours en avant une stratégie d'investissement. Bien sûr, toute cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Les potes, faites toujours vos propres recherches. Mais concernant ma stratégie d'investissement,
par rapport à mon prix d'achat, je revends 50% de mes tokens à x2. Je revends 50% de mes tokens restants à x4. Et donc là, les différentes zones vues, achat à 0,10, revente à 0,20, revente à 0,40 et ensuite revente à 0,80, ça rentre totalement dans ma stratégie personnelle. Donc je ne peux que valider ce que tu viens de dire. Ok, et tout ça, bien sûr, c'est un scénario, on va dire, optimiste acheteur. Donc après, il y aura toujours différents facteurs qui vont jouer sur l'actif, hein. Donc tout simplement ce qu'il va proposer comme service, comme développement. Et est-ce que cette entreprise va réussir à tirer un bénéfice sur ce qu'il propose? Oui, C'est une entreprise française, il me semble. oui, tout à fait. Et voilà, ça déjà, c'est un point un peu, euh, un peu dur pour cette entreprise, c'est parce que la France, en termes général de crypto-monnaie, autant dire qu'on est les derniers, mais vraiment les nuls. Il n'y a aucun développement qui est fait pour les crypto-monnaies. Et ça, c'est bien dommage pour cette entreprise qui peut être un peu freinée. Maintenant, si peut-être poussée par l'Europe, je sais pas. Poussée, je sais pas. Ouais. Oui, après c'est un des points que je mets toujours en avant, hein. La France, c'est vrai que d'un point de vue mondial au niveau technologie blockchain, on est loin d'être les premiers comme tu le dis et ça nous porte préjudice, tu vois. C'est pas le premier projet français que j'analyse et réellement ça se voit qu'on galère. Après, j'espère un renouveau et une nouvelle dynamique, ne serait-ce qu'avec les millions que va débloquer Macron pour l'intelligence artificielle, ça pourrait redonner un souffle au projet blockchain français. Mais c'est vrai qu'on galère, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il n'y a rien qui est fait, c'est vraiment dommage. On est un vieux pays et on reste sur nos vieux acquis. Et, il faut évoluer, quoi. Il faut passer la deuxième. Merci encore pour ton taf, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi, JP, hein. N'hésitez pas à envoyer de la force pour JP dans les commentaires, les potes, parce que il prend du temps pour vous et sincèrement, c'est toujours avec plaisir que de voir tout ce que tu apportes à cette chaîne YouTube en tout cas. Et merci bien, moi aussi, c'est un plaisir. Donc, plaisir partagé donc, dans ces cas-là. Nickel. Je te dis à très vite, JP. Salut! Ciao.